Alors qu'Edward Snowden publie ses mémoires vives, autobiographie de l'homme qui a tout risqué pour dénoncer la surveillance globale, selon Le Seuil, son éditeur, ces révélations ont-elles provoqué plus qu'une prise de conscience? Les États-Unis ne menacent-ils plus d'être à la tête d'un système de surveillance de masse en collectant nos données? En d'autres termes, Internet et liberté publique, depuis Snowden, qu'est-ce qui a changé? On en parle avec notre invité, fin connaisseur du milieu, sociologue et activiste, comme il le dit, c'est-à-dire activiste avec un H, un peu hacker sur les bords, chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS, cofondateur de la Quadrature du Net. Félix Tréguer, bonjour. Bonjour. Vous publiez aujourd'hui L'Utopie déchue chez Fayard, une contre-histoire d'Internet du 15e au 20e siècle. Vous remontez loin, dis donc. Hein. Oui. Oui. Je reviens à la création de l'imprimerie, qui correspond aussi à la genèse de l'État moderne, et donc pour retracer un peu les stratégies de contrôle des moyens de communication et comprendre un petit peu comment Internet a pu en faire les frais. Ça a toujours fonctionné de la même manière. À chaque fois qu'un moyen de communication est né, on a tenté de le contrôler. Il y a eu d'abord des appropriations subversives, contestataires, par des groupes qui contestaient les pouvoirs, et puis effectivement la remise en place de logiques similaires à travers les époques pour réamorcer des dispositifs de surveillance, de censure, de propagande. Et donc, on assiste à effectivement des mécanismes un peu similaires avec Internet. Et pourtant, l'imprimerie reste une invention géniale. C'est pas vous qui publiez un livre aujourd'hui qui allait dire le contraire. En effet. Est-ce que vous diriez autant d'Internet ? Je pense qu'Internet, est-ce que ça reste une invention géniale? J'avoue que je suis dans une période un petit peu sceptique où, effectivement, je crois qu'on a besoin absolument des livres. Je pense que c'est une version... c'est un moyen de communication beaucoup plus low-tech, comme on dirait, c'est-à-dire une technologie beaucoup plus simple. Et je crois de plus en plus que dans les technologies extrêmement complexes, et Internet en est une, il y a des formes de pouvoir qui s'immiscent et des problèmes essentiels liés à ces technologies. Donc Internet, ce qui est sûr aussi, c'est que l'Internet comme réseau et l'ordinateur qui compose ce réseau, l'ordinateur en tant que machine, ça reste des outils qui sont le fruit d'une époque, en fait. Et on aurait pu penser des machines alternatives. Internet a constitué un réseau informatique alternatif qui portait beaucoup d'espoir et de potentialité. Mais il a été modelé par le monde saturé de rapports de domination dans lequel il a été introduit. C'est pour ça que c'est devenu aussi un instrument de pouvoir, même s'il sert encore, évidemment, les mobilisations, les formes d'organisation, la libération de la parole de certains groupes. Et donc, c'est l'outil dont on se saisit aujourd'hui pour porter ses revendications, porter ses discours contestataires. Mais peut-être qu'on aurait pu très bien le faire aussi avec des livres, avec du courrier. Et voilà, c'est une question que je me pose en effet. Ouais. Et vous parlez presque maintenant comme mon grand-père, en fait, alors que vous n'avez même pas 40 ans, que vous faites partie de ceux qui y ont cru, de ceux aussi qui dominaient la technologie. Parce qu'imaginez aussi pour ceux qui, en plus, ne la comprennent pas et ne la manipulent pas, comme vous êtes capable aussi de le faire aujourd'hui, Félix Tréguer. Dans quelle incompréhension ils doivent être aujourd'hui. En 1989, quand le 3W voit le jour derrière Tim Berners-Lee, quel âge vous avez ? 3 ans. 3 ans. Donc là, c'est un peu le livre de la maturité qui rassemble quand même vos illusions perdues. On va comprendre comment elles se sont alimentées, par quoi elles ont été nourries, ces déceptions. Internet, c'est une technologie pensée à ses débuts, vous l'évoquiez aussi, comme libératrice, plutôt égalitariste ou émancipatrice. Ces concepteurs n'avaient pas prévu qu'elle ferait l'objet d'une telle instrumentalisation aujourd'hui ? Non, et c'est peut-être ce qui surprend en fait lorsqu'on considère un peu l'histoire des enjeux politiques autour de l'informatique depuis les années 50-60. Parce qu'en fait, je crois que ce qui change en fait et ce qui conduit à l'apparition de ces discours pleins d'espoir et pleins de projets démocratiques dans les années 80, fin des années 80 et au début des années 90 avec l'apparition d'Internet et du web, c'est en fait ce qui s'est passé, c'est sans doute... l'apparition d'une machine particulière, une incarnation particulière de l'informatique et l'ordinateur personnel qui apparaît au début des années 80 et qui, du coup, transforme complètement la perception que l'on peut avoir de cette technologie. C'est-à-dire qu'avant, l'ordinateur, c'était des grosses machines qui équipaient les grandes bureaucraties publiques et privées. Et donc, c'était une machine associée, une technologie associée à l'ordre technocratique. L'ordinateur personnel porte la potentialité de distribuer le pouvoir, d'avoir cet outil extrêmement puissant entre les mains des individus. Et donc effectivement, avec l'horizon d'une appropriation plus
égalitaire, disons, d'une technologie extrêmement puissante, d'où de grands espoirs. Mais il me semble quand même... Le pouvoir et le savoir, hein, c'est ça. En effet, mais Ouais. et c'est vrai que dans les utopies Internet, il y a évidemment cette idée de pouvoir construire une bibliothèque universelle, transfrontière, qui recèlerait l'ensemble des savoirs de l'humanité sous forme numérisée. Mais moi, ce qui m'a apporté un peu cette recherche historique, c'est de comprendre à quel point il y avait, et je l'avais d'ailleurs un peu perçu dans mon expérience militante, c'est une mémoire oubliée en fait des luttes passées et de cette critique de l'informatique. Et peut-être que si cette histoire avait été mieux connue, on aurait su avoir des discours peut-être plus mesurés quant aux aspects politiques d'Internet et aux enjeux qui se nouaient dès les années 90 autour de cette technologie. Peut-être qu'on aurait pu voir que les risques de recentralisation, et peut-être qu'on pourra revenir sur la manière dont tout ça se passe, mais les formes de recentralisation de l'architecture qui sous-tend Internet, comment elle était porteuse de graves dangers qui avaient très bien été repérés par les groupes militants des années 60-70, qui voyaient vraiment l'informatique comme une technologie dangereuse. D'où d'ailleurs des scandales à l'époque, déjà autour des questions de surveillance, d'où la création de la CNIL, par exemple, en 78, en réponse à ces scandales. Et donc voilà, je pense qu'il y a un enjeu autour, c'est ce que j'essaie un peu de faire dans ce livre, c'est un outil de débat, et c'est une manière aussi de retracer une histoire complexe, parce que je pense qu'on agit mieux dans le présent lorsqu'on comprend cette histoire et la manière dont elle structure nos sociétés et nos manières de penser. Certains ont donc un peu, à vous entendre, quand même péché par naïveté ou par orgueil, des militants de départ ou des concepteurs trop naïfs. Vous dites gonflés par leur dédain du vieux monde, ces hackers ont ignoré les mises en garde de ceux qui les ont précédés. C'était qui ces hackers ? Je pense à des personnages dont on parle souvent, comme... alors, il n'est pas tant hacker, et je ne suis pas non plus hacker. C'est vrai que le qualificatif d'activiste avec un H est un peu usurpé. S'agissant de moi, je ne suis pas quelqu'un qui maîtrise grandement la technique. J'ai beaucoup fréquenté des hackers à la Quadrature du Net et ailleurs. J'allais vous parler de John Perry Barlow, qui est un des paroliers du Grateful Dead, icône de la contre-culture américaine, qui a ce célèbre texte, cette célèbre déclaration en 1996, alors que les États-Unis s'apprêtent à adopter l'une des premières lois de censure d'Internet, où il s'adresse aux géants du vieux monde, et il fait la déclaration d'indépendance du cyberespace. Et il y avait cette idée, effectivement, d'un espace qui était par essence impossible à réguler, à contrôler, et qui, du coup, allait renvoyer les États et les grandes organisations industrielles aux poubelles de l'histoire. Voilà, c'est l'un des discours peut-être un peu emphatiques. D'ailleurs, John Perry Barlow, qui est mort l'an dernier, a mis de l'eau dans son vin à la fin de sa vie, en revenant notamment sur cette déclaration un peu tonitruante, qui était, mais en même temps, qui a captivé, qui était... Et qui a capté l'esprit d'une époque aussi, ouais, l'élan, l'utopie qui pouvait absolument être portée à ce moment-là. Hein. Et du coup, c'est des porteurs de cette contre-culture aussi. Ils n'ont pas préparé suffisamment de garde-fous pour transformer le rapport de force. Ils ont acté dès le départ qu'ils allaient prendre le pouvoir avec cet outil citoyen, au lieu de penser aux failles qu'ils étaient déjà en train de laisser ou de créer. Je pense que non, je ne leur ferai pas ce grief, puisque je pense que alors même qu'ils étaient en train de nourrir cet imaginaire utopiste, de cet affranchissement des vieilles lois politiques de ce monde, ils étaient déjà dans la lutte, déjà dans le combat. Et de fait, voilà, comme je le disais, John Perry Barlow, à l'époque, il est déjà engagé dans un combat juridique contre cette loi de censure, qui d'ailleurs se soldera par un succès, puisqu'elle aboutit à l'époque à une jurisprudence très favorable à la liberté d'expression sur Internet de la part de la Cour suprême des États-Unis. Donc je pense que on ne peut pas faire le reproche à cette génération. Et moi, je m'y retrouve complètement. Hein, c'est ce que je dis dans ce livre. Je m'inclus dans ce groupe de gens ayant entretenu des discours utopiques et qui, face au discours technocritique, qui étaient déjà opposés par certains intellectuels, certains militants, même s'ils restaient malheureusement un peu marginaux dans le débat, on leur expliquait que c'était des ludites et qu'ils voulaient revenir à la bougie et ce genre de choses. Et donc voilà, le grief, il n'est pas tant sur le fait qu'il y a une démission et qu'on a oublié de lutter, c'est sans doute certaines œillères que ça a pu provoquer, et la manière dont on a écarté des débats importants sur la technologie en tant que telle.
Vous dites qu'on ne peut pas comprendre ce qui se joue aujourd'hui si on ne pense pas Internet aussi en termes de nouvel espace public, à la manière à la fois d'Habermas, tel qu'il le définissait, ou encore de Michel Foucault. Pourquoi? Comment comprendre cet espace que l'État va tenter de contrôler? Parce que je pense qu'effectivement, ce concept d'espace public, qui renvoie à l'espace de circulation des idées, des opinions, et qui façonne du coup un peu les représentations que l'on se fait, et les idées qui nous animent, cet espace public, comme le décrit très bien Habermas, a joué un rôle fondamental dans l'histoire de la démocratie et dans la démocratisation de nos sociétés. Et du coup, voilà, il m'a semblé que c'était un terrain intéressant pour justement comprendre la manière dont il a toujours été soumis à des rapports de pouvoir, à des formes d'opposition entre pouvoir et résistance. Et d'ailleurs, c'est une dimension que Habermas néglige un peu dans son histoire de l'espace public, son archéologie de l'espace public plus exactement, qui est en fait sa thèse publiée en 1962. Et c'est un ouvrage qui a eu beaucoup d'influence. Et moi, j'ai commencé ces recherches par le relire. Et j'étais frustré, en fait, de voir à quel point, justement, ces questions auxquelles on se heurtait déjà s'agissant d'Internet, de censure, de surveillance, l'utilisation des droits de l'homme pour résister aux politiques de contrôle mises en place par les États, comment elle était en fait négligée, cette histoire, dans la trajectoire qu'il propose. Et donc j'ai été lire beaucoup d'historiens, retrouver quelques archives qui permettent de vraiment mettre en exergue la manière dont l'espace public, comme espace démocratique de nos sociétés, est en prise à des rapports de pouvoir qui l'éloignent un peu de l'idéal démocratique qu'il est censé servir. Et vous racontez aussi comment les premiers à avoir alerté sur les dangers de l'informatique pour le droit à la vie privée sont les informaticiens eux-mêmes. Déjà dès la fin, ou déjà dès les années 70, il y avait eu une affaire 60-70 avec le journaliste Christopher Pyle, c'était 60-70 sur le... Ça, c'est aux États-Unis, voilà, au aux début des années États-Unis, 70. Dans les révélations qu'il peut faire, lui, dans le Washington Monthly, sur l'existence d'un programme de surveillance aussi des citoyens américains. Et c'est encore un informaticien qui va agir, Edward Snowden, pour faire ces révélations. Dans ce livre Mémoire vive, qui paraît aujourd'hui, son autobiographie, Edward Snowden revient sur son parcours d'informaticien, employé d'une société privée sous-traitant les données des services de renseignement américains. Il raconte comment il a mis à jour aussi cette surveillance des citoyens après le 11 septembre. Et il parle aujourd'hui encore d'un système de surveillance généralisé. Tout ce que vous faites, tous ceux à qui vous parlez, tous ceux qui vous intéressent, tous ceux que vous lisez de 1000 manières différentes, ces choses sont capturées. Et contrairement à ce qui se passait avant, depuis des décennies, elles sont désormais stockées pour toujours. Et puis il y a maintenant la capacité pour n'importe qui, une organisation criminelle, votre propre gouvernement, d'envoyer un code d'exploitation sur votre téléphone pour en prendre le contrôle. Ils peuvent voir ce que vous voyez sur votre smartphone. Vous avez payé pour l'avoir, mais c'est le hacker qui le possède. Voilà, Edward Snowden interrogé chez lui en Russie par les équipes de TF1. Edward Snowden perçu comme un traître par les autorités américaines. Est-ce qu'il reste pour vous un héros, même si le mot est un peu large? J'aime pas le héros, mais le mot héros ne me plaît pas trop non plus. Mais je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux qui a pris des risques immenses pour porter à la connaissance du public la réalité des pratiques contemporaines en matière de surveillance. Et donc, il est quoi pour vous? Un lanceur d'alerte avant tout? Oui, un lanceur d'alerte avant tout, et quelqu'un, encore une fois, de courageux, très respectable, et une figure extrêmement importante dans nos combats. C'est vrai qu'à l'époque, en 2013, lorsque Laura Poitras et Glenn Greenwald, les journalistes avec lesquels Snowden a travaillé, font les premières révélations basées sur les documents fournis par Snowden. Ça a déclenché une controverse mondiale, une prise de conscience jamais vue auparavant, alors même que certains éléments avaient déjà été fournis par des lanceurs d'alerte depuis le milieu des années 2000, quant aux pratiques de la NSA. Donc ça a été un moment où, même si on était déjà dans une phase un peu de désillusion, je crois, avant même l'arrivée de Snowden, or, on assiste au moment des révélations à une espèce de sursaut avec une controverse immense qui se noue et des espoirs très forts que cette controverse, que cette prise de conscience puisse aboutir à
à une transformation justement des politiques en la matière, à l'adoption de cadres juridiques qui puissent contraindre les agences de renseignement et la manière dont se déroule la surveillance massive d'Internet. Et malheureusement, ces espoirs-là aussi ont été déçus. La rupture n'a pas été... n'est pas advenue. C'est même pas qu'elle n'a pas été aussi grande qu'on aurait pu l'imaginer, c'est qu'elle n'est pas advenue. Il y a eu un début de prise de conscience, mais quoi en fait? On n'avait pas les outils pour changer les choses après ces révélations ou la volonté? On avait bien évidemment les outils. Encore une fois, moi je crois que s'il y avait la volonté politique et si le contexte politique était plus favorable, il y aurait tout à fait moyen de respecter les libertés publiques et de construire un Internet différent. Les solutions, on les échafaude depuis 25 ans pour, justement en réponse aux projets de loi répressifs qui sont proposés pour contrôler cet espace de communication. Donc les solutions existent. Ce qui s'est passé, je crois, c'est une flambée antiterroriste en réalité. C'est quelques mois plus tard, à partir de 2014, la situation en Syrie et l'instrumentalisation de cette situation pour promouvoir encore et toujours des projets de loi antiterroristes extrêmement attentatoires aux libertés publiques et qui, s'agissant d'Internet, vont permettre de justifier des formes de censure toujours plus poussées, automatisées, privatisées, on pourra y revenir. S'agissant de la surveillance, voilà, les attentats de Charlie Hebdo, par exemple, en janvier 2015, créent un contexte dont le gouvernement de l'époque, et notamment Manuel Valls, se saisit pour imposer cette loi qui est dans les cartons depuis un moment, mais le contexte politique n'existait pas pour la faire passer. Donc, sous le coup de l'émotion liée aux attentats, il y a un contexte qui fait que politiquement, on peut légiférer et venir blanchir des pratiques de surveillance massive qui existaient depuis des années, mais qui existaient dans l'illégalité, puisqu'il n'y avait aucune base juridique pour les encadrer et pour assurer leur constitutionnalité. Est-ce que vous diriez, comme Pierre Aski, le fondateur de Rue 89, que Snowden incarne un changement de paradigme déjà, c'est-à-dire le passage de la surveillance ciblée, personnalisée, à la surveillance de masse? Alors en réalité, encore une fois, Snowden a permis l'émergence d'un débat, de documenter l'état de l'art en matière de surveillance massive d'Internet autour des années 2010 en réalité, puisque certains de ces documents étaient plus anciens, étaient déjà un peu anciens. Mais en fait, je crois que cette surveillance massive, exploratoire, où on capte les données de tout le monde pour ensuite retrouver des pistes, éventuellement des suspects, cette dimension-là, ce changement d'échelle dans la surveillance, en fait, se fait de manière graduelle depuis les années 80. Et déjà, à la fin des années 90, il y avait une controverse sur les pratiques de surveillance de la NSA et des agences alliées. Un début de controverse aussi sur les pratiques des services de renseignement français. C'était la controverse autour du programme Échelon dès 98, où un rapport au Parlement européen est commandité, documente cette surveillance. On envisage de protester contre ces pratiques menées par les agences américaines. On se rend compte que l'Allemagne et la France et le Royaume-Uni font la même chose. On leur dit que c'est sans doute pas légal et qu'il va falloir mieux encadrer ces choses-là. Et puis, 2001, crise antiterroriste. Et tous les projets répressifs et tous les projets répressifs envisagés déjà par l'État profond depuis quelques années sont mis sur le devant de la table et passent dans le droit commun. Donc il y aura, ce que vous évoquez par la suite, aux États-Unis comme en France ou ailleurs, l'adoption de plusieurs lois jugées liberticides. Mais vous dites que ce que vous n'êtes pas tous parvenus non plus à ralentir, c'est l'emprise des GAFAM, des GAFA plus Microsoft sur nos vies privées et la manière dont ils peuvent aussi concourir à capter toutes ces données qui vont permettre une surveillance de la part de ces acteurs privés. Vous révélez aussi des formes d'alliance entre les États et ces acteurs privés, ces seigneurs du capitalisme numérique, comme vous les qualifiez. Quand est-ce que ça s'est joué, ces premières alliances-là, et pourquoi? Je crois que si on doit s'interroger sur vraiment l'évolution majeure intervenue depuis Snowden, c'est vraiment ce rapprochement-là. C'est-à-dire qu'en 2013, l'une des premières révélations de Snowden porte justement sur la collaboration de Yahoo, Facebook, Microsoft, Google et ces grandes entreprises américaines du numérique avec la NSA. C'est le programme PRISM, bien documenté à l'époque. S'ensuit une controverse immédiate où ces entreprises sont accusées de collaborer activement avec les services de renseignement américains, des démentis de leur part. Le déploiement de solutions de chiffrement, ils mettent en place des groupes de lobbying à Washington pour juguler les pouvoirs des agences de renseignement en la matière. En fait, en réalité, davantage pour assurer un peu plus de transparence sur ces programmes secrets.
Et donc, là où je veux en venir, c'est la mise en scène d'une résistance et d'une opposition très forte entre ces entreprises qui restent un peu influencées par un idéal hippie, contre-culturel californien, et qui du coup ont cette image de marque-là, qui était passablement écornée par ces révélations, et donc qui cherchent à la défendre et à vraiment se distinguer de l'appareil sécuritaire américain. Et très vite, dès 2014, ce qu'on voit poindre, et dès 2015 en particulier, c'est dans le contexte antiterroriste, des pressions très fortes mises sur ces entreprises pour lutter contre la propagande terroriste. En fait, en réalité, lorsqu'on regarde aussi les chiffres fournis par ces entreprises, le nombre de requêtes émanant des autorités nationales en matière, pour l'accès aux données des utilisateurs de ces boîtes, ont grimpé en flèche de manière quasi exponentielle. Et donc, on a vu des rapprochements toujours plus forts, toujours présentés sous... il faut se souvenir, par exemple, de Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur français, qui voyage dans la Silicon Valley en février 2015, quelques semaines après les attentats de Paris, qui va demander une plus grande collaboration de ces acteurs en matière de lutte antiterroriste. Et tout ça a mené à des évolutions très fortes qui se traduisent aujourd'hui par la présentation de textes au niveau de l'Union européenne, au niveau français aussi, ou que ce soit sur le terrorisme, sur les discours de haine, on assiste à des rapprochements toujours plus forts où en fait les États cooptent ces entreprises pour assurer leur politique de censure. Et donc, c'est les débats qu'on a aujourd'hui par exemple, sur les discours de haine ou sur le terrorisme, et qui, à mon sens, on crée des dispositifs où on demande à ces entreprises de développer des outils basés sur l'intelligence artificielle pour détecter et retirer automatiquement les contenus, ce qui va à l'encontre de toutes les revendications portées par les militants d'Internet depuis les années 90, qui justement s'appuient sur la loi de 1881 sur la presse, demandent une protection judiciaire de la liberté d'expression, y compris sur Internet. Et là, on a une forme de privatisation. Ce sont ces entreprises qui paramétreront leurs filtres automatiques, souvent en lien avec des prestataires et ce qu'on appelle des tâcherons du clic, employés dans des pays à bas salaire pour assurer les politiques de modération, donc en lien avec ces machines. Et voilà, en fait, on a une reconfiguration des bureaucraties dédiées à la censure qui s'accompagne d'un recul extrêmement fort des libertés publiques et qui, à mon sens, aujourd'hui, on est sur les questions de discours de haine, de terrorisme, et je pense qu'on peut facilement prédire une extension de ces dispositifs à tout autre type d'abus en matière de liberté d'expression, sachant déjà que la définition du terrorisme est par essence très large et qu'elle peut déjà couvrir tout un tas d'actions, notamment d'actions militantes, qu'on n'associe pas du tout au terrorisme normalement. Voilà, à vous entendre, ça va aller de mal en pis. C'est pas forcément très réjouissant. Avec nous, le sociologue Félix Tréguer, jusqu'à 13h30. Il est l'auteur de L'Utopie déchue, une contre-histoire d'Internet qui vient de paraître chez Fayard. France Culture, il est 13h19. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. On a évoqué ensemble la figure d'Edward Snowden, à savoir comment était le monde avant ces révélations et comment il était après. Ce après, on va continuer à en parler avec vous. Edward Snowden qui publie actuellement dans le monde entier et notamment en France, traduit et édité par Le Seuil, une autobiographie, Mémoire vive, où il revient sur son parcours et sa vie aujourd'hui. Il y a une autre figure de la révélation, pourrait-on dire, c'est celle de Julian Assange. À quoi ressemblait juste, avant de l'entendre, Félix Tréguer, le monde avant les révélations Wikileaks? Je pense que, là encore, il y avait déjà beaucoup d'éléments qui pointaient les dérives des guerres américaines menées sous les mandats de George W. Bush. Mais là encore, la puissance des révélations d'Assange et de Wikileaks avec l'aide de la lanceur d'alerte Chelsea Manning, qui est aujourd'hui encore en prison. Elle a été arrêtée en mai 2010, hein, vous le racontez, à la suite de ces révélations. Et puis libérée par Obama et de retour en prison puisqu'elle refuse de témoigner contre Julian Assange, qui lui-même a été arrêté en avril dernier. Enfin, arrêté plus. Et qui est réfugié toujours? Non, justement, il a été rattrapé par la police britannique. Il était depuis 7 ans déjà en prison en réalité, de fait, dans l'ambassade équatorienne de Londres. Et désormais, il est dans une cellule d'une prison britannique. Voilà. Donc le monde d'avant Wikileaks, en fait, Wikileaks, c'est un projet de transparence radicale qui vient mettre à mal le secret d'État, qui là encore est complètement ancré dans la tradition démocratique et libérale au sens du libéralisme politique, puisque le secret d'État est assez consubstantiellement contraire à l'idéal démocratique, à l'idéal de délibération collective. Et donc Assange, dès 2006,
théorise une entreprise de journalisme et de transparence radicale qui se matérialise avec Wikileaks et qui déboule sur la scène géopolitique de manière fracassante en 2010 avec les fuites massives orchestrées permises par Chelsea Manning sur les guerres américaines. Et c'est d'abord notamment la vidéo qui montre l'assassinat de civils irakiens et de journalistes de Reuters en Irak, à Bagdad, par un hélicoptère et les soldats américains, puis les câbles diplomatiques sur les guerres afghanes et irakiennes, et enfin les câbles diplomatiques en décembre 2010, qui là encore révèlent les bruits de couloir et les négociations d'arrière-chambre de la diplomatie mondiale. Alors devant la caméra d'Arte, quand il témoigne et se raconte, il donne le sentiment qu'il avait en tout cas l'espoir que ces révélations allaient changer quelque chose. Écoutez. When we revealed that the past 3 presidencies had been deeply penetrated by the United States. Quand nous avons révélé que les 3 dernières présidences ont été totalement infiltrées par les États-Unis et que les présidents ont été personnellement écoutés, quelle aurait dû être la réaction de la DGSE et des autres services secrets français? Ils auraient dû immédiatement venir nous voir et nous demander « En savez-vous plus ? Comment avons-nous échoué à protéger le président contre l'espionnage américain ?» Mais ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Je ne pense pas que les services de renseignement français soient des idiots. Ils savaient que c'était la première chose à faire, mais ils craignaient d'affronter les Américains. Ces préoccupations étaient tellement puissantes qu'ils ont préféré passer pour des victimes plutôt que de comprendre ce qui s'était passé. L'espionnage par une puissance étrangère est-il terminé? Est-ce qu'on peut dire que ce qu'espérait Julian Assange est arrivé? Non, évidemment pas. Ces choses-là se poursuivent et c'est de l'ordre des relations interétatiques depuis très longtemps et il n'y a pas vraiment de raison que ça change. Et ce que montre justement sans doute l'espèce d'indifférence opposée par l'État français à ces révélations, c'est le fait que c'est des choses qui sont malgré tout complètement acceptées et normalisées dans les relations diplomatiques. C'est plus gênant lorsque ça concerne des populations civiles, des groupements militants qui militent pour les droits de l'homme, ces formes de surveillance. Mais je pense que non, enfin évidemment que ces formes d'espionnage continuent. Mais publiquement, on a l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience qui a été réalisée, que des lois, des règlements ont été adoptés pour tenter de protéger notamment nos données personnelles. On pense au règlement européen, à la RGPD, qui a mis en place un système de conditions générales pour les utilisateurs. Est-ce que tout ça est opérant pour vous? Alors moi je pense que le combat juridique reste pertinent et indispensable. C'est notamment le champ d'action de la Quadrature du Net et de beaucoup d'autres associations de défense des droits de l'homme. Et il est important d'occuper ce terrain et je crois qu'on peut obtenir certaines petites victoires. Malgré tout, je suis forcé de constater dans la longue histoire de l'informatique, si on remonte justement aux années 70 et à la création de la CNIL, qui déjà était censée permettre de juguler les atteintes massives à la vie privée, rendues plus faciles par l'informatique, que historiquement, en fait, ces modes d'action, on trouve leurs limites et que dans le contexte historique qui est le nôtre, des limites qui doivent nous amener à envisager d'autres modes d'action, d'autres modes de contestation. Pas pour les abandonner, mais il faut les accompagner d'autres formes d'opposition, de refus peut-être plus radicales, des formes d'informatisation qui conduisent à rendre les rapports de pouvoir encore plus difficiles à contester, à transformer. Et sur ce point-là, vous semblez être sur la même ligne aussi qu'Edward Snowden, interrogé cette fois par France Inter, c'était lundi. De toute façon, vous n'avez pas de choix. Vous devez utiliser Google, Facebook, tout cela. Vous devez avoir un téléphone portable. Tout ça fonctionne contre vous. Mais ce n'est pas par choix. Vous n'exprimez pas votre consentement éclairé. Et même lorsque vous avez cliqué sur un bouton « Je suis d'accord » pour avoir un cookie qui va vous suivre. Vous savez, quand vous allez sur un service, il faut cliquer sur un document et si vous voulez l'ouvrir pour le lire, ça fait 600 pages, donc personne ne le lit.
Ça, ce n'est pas du consentement éclairé. Et ce n'est pas une excuse. Ce sont véritablement les choses contre lesquelles il faut lutter. Ce qu'il faut changer, ce n'est pas les entreprises, ce n'est pas ce téléphone portable, ce n'est pas ce logiciel. Il faut changer le système. Et ça se produit à tous les niveaux, sur le plan social, sur le plan commercial et sur le plan juridique, sur le plan gouvernemental. Alors, comment agir, Félix Tréguer, quand on n'a pas le choix? Changer le système, vous semblez dire à peu près pareil dans ce livre qui ne veut pas être un livre de résignation, puisque vous appelez à ne pas battre sa coulpe, mais à bien identifier nos erreurs et faire en sorte qu'elles ne se reproduisent pas. En fait, le système numérique, le grand macro-système informatique dans lequel on vit et qui occupe une place toujours plus importante dans nos sociétés, au-delà même de l'espace public médiatique et de la communication médiatique. C'est l'ensemble de nos sociétés, de nos bureaucraties qui migrent vers cette technologie. Et effectivement, on se retrouve un petit peu dans une contradiction en apparence insurmontable lorsqu'on conteste ce système et son orientation. Un peu de la même manière que des syndicalistes ou des salariés, des travailleurs engagés dans une lutte dans leur usine contre le capitalisme, continuent à vivre dans une société capitaliste et forcément ça implique des formes de contradiction. On est obligé de vivre dans un monde que l'on refuse. Cela étant, je pense que justement l'enjeu aujourd'hui, c'est de se rendre compte de la nécessité d'une désescalade technologique, d'affirmer, comme je le disais, un refus vis-à-vis des trajectoires technologiques et numériques dominantes, que ce soit des technologies comme la reconnaissance faciale, que ce soit la dématérialisation à outrance des bureaucraties, des services publics et des conséquences très concrètes dans la vie des gens que cela peut avoir. Ça peut aussi passer par la prise de conscience individuelle des formes d'aliénation liées à l'addiction qu'implique notre rapport aux écrans. Mais voilà, et je pense que du coup, il y a une prise de conscience collective et la nécessité de désirer une vie avec moins d'informatique, avec moins de technologie de manière générale. Et ça, c'est un désir qui reste à construire. Cela étant, il y a aussi beaucoup une prise de conscience croissante, je crois, et des luttes de plus en plus nourries sur tout un tas de fronts, que ce soit sur l'informatique dans l'agriculture et le puçage des animaux, que ce soit l'informatisation des écoles et de l'éducation nationale tout entière, que ce soit l'arrivée de ces technologies de contrôle social, de police prédictive, de reconnaissance faciale dans nos villes, au-delà d'Internet, c'est pour donner plein d'exemples de ces multiples fronts, et que l'un des enjeux aujourd'hui, et je pense que ça renvoie aussi à des questions stratégiques très fortes dans les mouvements écologistes qui s'affirment aujourd'hui avec force. Il y a la nécessité de bâtir des ponts et de construire un refus, et que c'est en articulant ces nouveaux modes d'action peut-être plus radicaux, enfin nouveaux, en fait ils existaient déjà depuis longtemps, mais en tout cas il faut les réinvestir, que l'on saura mieux contester ce système et renouer avec l'horizon démocratique. Merci beaucoup à vous, Félix Tréguer. L'Utopie déchue, une contre-histoire d'Internet vient de paraître chez Fayard. Merci aussi à toutes, merci à toute l'équipe de La Grande Table. À la réalisation aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard avec Julien Calvas. À la vidéo, c'était Morgane Danan. Et puis à la programmation, j'ai essayé de faire une contraction, préparation, programmation de cette émission. C'est toute l'équipe, Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, Oriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de François Brius et de Sophie Marty. Merci pour cette très belle semaine et rendez-vous lundi. France Culture, l'esprit d'ouverture.